Ok, on continue. Donc, on avait fait une première série de capsules juste avant sur la notion d'estimation. Donc, on avait fait l'estimation ponctuelle. Donc, on a essayé de trouver un estimateur. On se donnait une famille, on voulait trouver un estimateur θ. Et là, on va aller un peu plus loin. On va arriver sur les intervalles de confiance. Donc, j'en ai parlé plusieurs fois dans la capsule précédente sans vraiment le définir. Là, on va prendre le temps de les définir et de les construire et de discuter leurs propriétés. Donc, ces notions d'intervalle de confiance qui consiste à avoir la probabilité, enfin, un intervalle dans lequel il y a une certaine probabilité de tomber. Ok, on bascule sur les slides parce que c'est toujours plus simple de parler avec un support. Donc on est sur cette partie donc numéro 10 sur les notions d'intervalle de confiance. Okay. Donc le point de départ, c'est qu'on a là encore un modèle probabiliste, c'est-à-dire je suppose que j'ai des observations, enfin plutôt des observations qui sont des réalisations de variables aléatoires, que les variables aléatoires sont des copies indépendantes d'une même variable, ce que je noterai Y, donc, qui est dans une loi, donc les Y, ouais, c'est ce qui est marqué ici en fait, je ne sais pas pourquoi j'ai supprimé, mais que les Y, ils ont une certaine distribution Fθ. F, c'est dans une famille, genre, on suppose qu'on a une loi de Poisson, on suppose qu'on a une loi normale, okay, et il y a un paramètre θ qui est inconnu. Donc le paramètre peut être univarié ou multivarié, là encore. Donc on commencera par l'univarié pour arriver tranquillement au multivarié, parce que j'en ai besoin juste pour le modèle le plus simple, qui est le modèle gaussien en fait. Okay. Mais même si, en fait, dans le modèle gaussien, on verra qu'il y a généralement un paramètre d'intérêt. Ce sera souvent la moyenne, mais on verra aussi qu'on pourra avoir la variance comme paramètre d'intérêt. Okay. Donc pour l'instant, on s'était contenté de faire ce qu'on appelait l'estimation ponctuelle, c'est-à-dire, à partir de mon échantillon, je construisais une valeur. Donc je vous disais, l'estimateur, c'est 2,7. On avait commencé à entrevoir que l'estimateur, il avait une petite variabilité potentielle, et on aimerait bien la comprendre, cette variabilité. Comprendre le fait qu'on est un peu distribué autour de la valeur qu'on observe. Okay. Donc pour caractériser cette distribution, il y a le passage qu'on avait fait auparavant qui consiste à regarder la variance de nos estimateurs, de regarder leur erreur quadratique moyenne, ce genre de choses. Là, on va essayer de les visualiser sous la forme d'un intervalle. Okay. Donc ça va être l'objet de ce qu'on va faire ici, c'est ce qu'on appelle les intervalles de confiance. Donc ce qu'on appelle un intervalle de confiance. Alors l'intervalle de confiance, il va être avec un certain niveau de confiance. Okay. Donc je vais donner un niveau de confiance 1 moins alpha. Donc par exemple, alpha vaut 5%. C'est ce que je raconte ici. Alpha peut valoir 5, 10, 1%. Donc le plus classique étant 5%. Je reviendrai un petit peu, je pense, par la suite, quand je reviendrai. En particulier, on lira les intervalles de confiance avec les tests par la suite. Et les tests, on verra les p-values à 5% sont un peu dogmatiques dans pas mal de domaines scientifiques. Voilà. Donc c'est assez classique, en tout cas, d'avoir des ordres de grandeur de ce type-là. Et donc, on va essayer de se demander, est-ce que je peux construire un intervalle? Donc le niveau de confiance, dans ces cas-là, sera à 95%. Est-ce que je peux construire un intervalle AB? Okay. Un intervalle AB dans lequel mon paramètre se trouvera avec une certaine probabilité qui est 95%. Okay. Donc je veux trouver A et B telle que la probabilité que θ, la vraie valeur de θ que je ne connais pas, que je ne connaîtrai jamais, appartienne à cet intervalle AB avec 95% des cas. Dans 95% des cas. Donc c'est exactement ça la problématique de ce qu'on veut faire, c'est trouver ce A et B. Alors, ces A et B, ils sont construits avec nos données. Okay. Donc, si jamais j'ai un nouvel échantillon, je vais avoir un autre intervalle. Okay. Donc, le point, c'est que les paramètres A et B sont en fait eux-mêmes des estimateurs, puisqu'ils sont construits à partir de mes données. Ce sont des statistiques. Donc, à partir de mes données, je vais en fait construire ces valeurs A et B, telles qu'il y ait 95 chances sur 100 pour que la vraie valeur de mon paramètre se trouve dans cet intervalle-là. D'accord? Donc, relisez bien ce slide, ça correspond à la base de toute la suite. Si jamais cette base n'est pas comprise, dans ces cas-là, on n'ira nulle part. Mais voilà, je le redis tranquillement. On a des données. Au lieu de chercher absolument une valeur numérique qui marche bien, ce qui est intéressant, hein, c'était ce qu'on faisait à la partie d'avant, on essayait de trouver un estimateur. Là, on veut autre chose. Okay, je veux plutôt trouver un intervalle parce que je me dis, je n'ai pas forcément confiance dans mes données, j'aurais pu avoir autre chose. Et donc, je ne veux pas juste une valeur numérique qui sera mon estimateur, qui était ce qu'on avait construit auparavant. Je ne veux pas juste cette grandeur-là. Je voudrais un intervalle dans lequel il y a une probabilité relativement importante que je me trouve. Okay. Et c'est pour ça qu'on a ces probabilités qui sont de l'ordre de 10, 5 ou 1%. Si jamais j'avais 50%, ça veut dire que c'est un intervalle où j'ai une chance sur 2 d'être. Ça m'intéresse moyennement. Parce qu'il y a quand même pas mal de cas où je pourrais en sortir.
Donc, on veut quelque chose dans lequel on ait relativement confiance. Okay, donc, la confiance, ça veut dire effectivement qu'il y a une probabilité assez faible de ne pas être dedans. En tout cas, il y a plus de chances d'être dans l'intervalle que de ne pas être dedans. Donc, c'est pour ça qu'on va retenir du 90%, 95%, voire 99%. Ça, c'est ce qu'on aurait, par exemple, si jamais on veut construire des digues ou ce genre de choses, où on veut avoir une certaine probabilité, une confiance relativement forte, un niveau de confiance relativement important dans notre estimateur. Okay, et donc, on essaiera effectivement de discuter, par exemple, le lien entre ce paramètre alpha et la taille de notre intervalle. Okay, implicitement, plus votre probabilité plus la probabilité d'appartenance est grande, plus l'intervalle va être grand. Donc, en gros, on va décroître avec alpha. Okay, l'intervalle avec alpha égale 10% sera là, alpha égale 1%, il sera là. Donc, intuitivement, il devrait être effectivement décroissant avec alpha. Donc, il y a pas mal de propriétés comme ça qu'on va avoir, par exemple, en fonction de la taille. Plus j'ai de données, on a l'impression que plus l'intervalle devrait être petit, plus j'ai confiance. Okay, c'est lié à ce qu'on avait raconté en fait sur la variance auparavant. L'intervalle, on se doute qu'il va. On se doute. Moyennant quelques hypothèses, ça devrait sûrement être lié à de variance de nos estimateurs. Okay, donc, plus votre estimateur est précis, plus votre intervalle de confiance va être petit. Okay, donc, on est lié à la taille de nos données, on est lié à notre degré de confiance. Et on va voir un peu comment tout ça s'articule. Alors, j'ai juste besoin de faire une toute petite parenthèse pour définir un intervalle un peu particulier, ou plutôt deux intervalles un peu particuliers. C'est ce qu'on appelle des intervalles unilatérales. Alors, pour le moment, moi, je vous définis des intervalles comme ça en disant j'ai ma droite réelle. Je veux trouver un intervalle tel qu'il y ait pas mal de chances de me trouver. Donc, ça va être un intervalle de la forme AB. Okay, il s'avère qu'il y a des intervalles un peu particuliers. C'est des intervalles qui sont de cette forme-là. Donc, θ est plus petit que B. Donc, ce sera un intervalle qui serait plutôt de cette forme-là. Donc, GB qui va se trouver ici. Puis, en fait, on dit juste qu'on doit être plus petit que cette valeur-là. Okay, donc, on va partir comme ça jusqu'à moins l'infini. Ou au contraire, je peux faire l'autre intervalle qui est l'intervalle A plus l'infini. Et donc, on veut savoir où est-ce. Si jamais on est à droite, à partir de quelle valeur on se trouve, et après on s'en fiche de savoir où est-ce qu'on est, mais on veut savoir à peu près quelles sont les valeurs qu'on n'atteindra pas. D'accord, donc implicitement, et on reviendra longuement là-dessus quand on fera les tests, ce qui nous intéresse, c'est effectivement plutôt des régions dans lesquelles, enfin plutôt des régions dans lesquelles on ne se trouve pas avec une certaine probabilité. D'accord, donc si jamais les cas qui vous dérangent, pour plein de raisons, par exemple, supposons qu'on construise une digue, avoir un intervalle de confiance sur le niveau du fleuve, c'est intéressant, mais ce qui est important, c'est de ne pas dépasser par en haut. Dépasser par en bas, on s'en fout. Enfin, on s'en fout. Ça dépend si vous travaillez sur des inondations ou des sécheresses. Okay, mais voilà, suivant le cas que vous avez, soit c'est des dépassements en bas, soit c'est des dépassements au-dessus qui vous intéressent. Donc il y a des cas pour lesquels ces intervalles de confiance qu'on dit unilatérales vont être importants. Okay, donc c'est des formes un tout petit peu particulières qui consistent juste à dire que on essaie de trouver un intervalle qui serait de la forme moins l'infini B ou A plus l'infini. Okay. Alors l'autre particularité, c'est lié au fait que en fait, l'intervalle de confiance n'est pas unique. Je vais juste vous le faire sur un petit dessin, alors je ne sais plus, autant le faire ici. Donc supposons, je vais prendre un petit peu de place, je suis désolé si je n'ai pas prévu beaucoup de blanc. Et voilà, supposons que on ait une certaine distribution et on essaie de se demander où est-ce qu'on se trouve avec une certaine probabilité. Ben, je peux très bien vous dire qu'il y a une probabilité de 95% d'être ici. Parce qu'effectivement, il y a peut-être respectivement 4% de chance d'être à gauche, 1% de chance d'être à droite. Okay, donc ça me donne un premier intervalle, mais je pourrais en construire un autre. Je peux en construire un autre qui serait la version. Pardon, alors, je ne peux pas être plus grand. Pardon, donc ce serait plutôt l'intervalle de ce type-là. Okay, donc auparavant, on avait l'autre, où on avait 4%, 1%, mais je pourrais très bien me dire, je voudrais avoir, cette fois-ci, 2% de chance d'être à gauche, 3% de chance d'être à droite. Okay, donc on voit que 95% de chance d'être, ça ne veut pas dire grand-chose. En particulier, je peux en avoir beaucoup d'intervalles comme ça. Voilà. Donc le problème de cet intervalle-là, c'est qu'en fait, je pourrais en construire plusieurs qui sont plus ou moins liés. Okay, cet intervalle-là, je n'ai pas unicité. Okay, on verra qu'il y en a un particulier, ça va être une notion d'intervalle symétrique, dans lequel on va dire effectivement, si jamais je veux 90% de chance d'être dans cet intervalle, je vais mettre 5% de chance d'être plus petit, 5% de chance d'être en dessous. Ça, c'est un intervalle particulier, c'est un intervalle qu'on va appeler plus ou moins symétrique. Je reviendrai là-dessus. L'autre sur lequel on va travailler, c'est donc les unilatérales. En fait, ils vont être définis de manière unique. C'est-à-dire qu'à A alpha donné, ça va me donner un B, ou alors ça va me donner un A. D'accord? Donc, les unilatérales, il n'y a pas d'ambiguïté.
dans le sens où j'en ai qu'un, ça va être un intervalle, enfin, j'en ai qu'un. Soit c'est la partie gauche, soit c'est la partie droite, mais il y a une seule valeur possible. Les intervalles de confiance, a priori, j'en ai une infinité. Okay, et ces intervalles, d'ailleurs, sont des cas particuliers des exemples précédents. Okay, donc, les intervalles de confiance, il va falloir aller un peu plus loin pour les caractériser de manière unique. Et donc, voilà. Pour le moment, je vous les définis de manière générale. C'est un intervalle dans lequel je me trouve avec une probabilité A et B. On a vu les unilatérales, à gauche ou à droite, et on parlera un peu de celui qui est symétrique dans un instant. OK. Donc, premier exemple, juste pour illustrer, le cas gaussien. Essentiellement parce que le cas gaussien, c'est le plus important de la stat. Et je mets sigma 0 juste pour dire qu'en fait, je connais sigma. Okay, donc en fait, la grandeur inconnue ici, c'est celle-là, et c'est mon paramètre θ. Okay, donc en gros, j'ai une loi normale de moyenne que je ne connais pas, mais la variance, elle est donnée, elle vaut 1, elle vaut ce que vous voulez. Elle est donnée. Je sais bien que ce n'est pas réaliste, mais j'en ai besoin parce que voilà, faut qu'on fasse des choses. Alors, la petite idée, c'est quoi? C'est de noter que si jamais j'ai une variable gaussienne, on peut s'en très réduire. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais évoqué, qui est que si jamais y suit une loi normale mu sigma 2, alors z qui vaut mu moins y, ou pardon, je le fais dans le mauvais sens. Y moins mu sur sigma, ça suit une loi n0. Donc ça, c'est la propriété sur laquelle on avait longuement discuté dans les slides et dans le cours sur le modèle gaussien. On peut centrer et donc toujours se ramener à une loi normale centrée réduite. Okay. Donc, si je l'écris ici, ce que je suis en train de vous dire, c'est que si je mets mes données y suivent une loi normale mu sigma 2, dans ces cas-là, ma variable z, qui est y moins mu sur sigma 0, suit une loi n0. Okay. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est quoi? C'est que à partir de cette expression-là, je peux en déduire la valeur de mu. Je peux en déduire la valeur de mu, et elle est très simple. Donc, je suis en train de vous dire que, et je vais à partir de là, si jamais j'inverse ça, je suis en train de vous dire que y moins mu, c'est sigma 0 z. Donc, en fait, mu est égal à y moins sigma 0 z. Et c'est cette propriété qu'on va essayer d'utiliser, puisqu'en fait, on essaie de trouver un intervalle, une probabilité que mu appartienne à un certain intervalle. Donc, la probabilité que mu appartienne à un certain intervalle, ben, c'est simple. Ça va être lié à cette propriété. C'est la propriété que ce y0, enfin, ce y moins sigma 0z appartienne à un intervalle. Okay, et que là, on est sur des variables aléatoires, il n'y a pas de souci. Donc, en fait, ma grandeur inconnue, je la remplace par des variables aléatoires. C'est un peu ça toute l'histoire de la théorie des intervalles de confiance. C'est noter qu'on a une expression qui va toujours ressembler à ça, avec des autres termes qui sont constants. Donc, le fait qu'on ait une variable aléatoire dont on connaît la distribution va être égal à une variable qui va être liée à nos observations et le paramètre d'intérêt. Et idéalement, quelque chose d'autre qu'on connaît qui va être constant. Voilà. Donc, c'est ça qu'on essaie d'utiliser ici, cette petite propriété sur la variable gaussienne, en fait. Donc, on est en train de dire, et comment est-ce que je vais me ramener à mes intervalles de confiance? En fait, on a des propriétés. Par exemple, on sait que Z, comme c'est une loi normale qui est centrée réduite, on sait que ça appartient à un intervalle de la forme phi-1a, phi-1, 1-a, avec une probabilité qui vaut 2-1. Simplement parce que si jamais je reviens sur mon petit dessin de ma loi normale, donc ici je suis sur une loi normale centrée réduite, okay. Ici je me mets en A, pardon, je me donne une probabilité. Ici je me mets en phi-1 de A. Okay, par exemple, le quantile à 95%, d'accord, à 5%. Okay, A vaut de l'ordre de 5%, par exemple, donc ça vaut moins 1,64. Ici, j'ai phi-1 de 1-A. Donc tout à l'heure, j'avais 5%, là j'ai 95%. Donc ça va me donner moins 1,64 plus 1,64. Donc je peux construire un intervalle dans lequel je me trouve avec une probabilité donnée. Okay, et donc je peux construire mon intervalle de confiance. Alors j'ai besoin de corriger une petite typo que je viens de voir. On va y arriver tranquillement. Donc je sais que Z appartient à un certain intervalle avec une probabilité donnée. Dans ces cas-là, il suffit que je remplace. Si jamais j'ai Z appartient à un intervalle avec une probabilité donnée, dans ces cas-là, mu appartient à un intervalle avec une probabilité donnée. Okay, donc mu, on sait qu'il appartient à Y plus phi-1 de A, sigma 0, Y plus phi-1 de 1-A, sigma 0, avec la probabilité 1-2A. Ah pardon, en fait, je n'avais pas besoin de corriger puisque je ne m'étais pas planté.
Okay. Alors, ce n'est pas exactement celui qu'on cherche, c'est pour ça que j'avais corrigé, parce qu'en fait, nous, ce qu'on avait dit, c'est qu'on aimerait bien avoir du 1 moins A, 1 moins alpha, pardon. Donc, en fait, on voit que comment est-ce que je vais passer de cette chose-là à cette chose-là? Tout simplement en disant que A, c'est alpha sur 2. Okay. Donc, ce sera normal de voir apparaître des choses de la forme phi moins 1 de 1 moins alpha sur 2. Okay. C'est les grandeurs qu'on va observer typiquement ici. Okay. Donc, si jamais je veux la valeur qui se trouve en vert, associée à une probabilité qui serait de type moins A, 1 moins A, il va falloir faire intervenir des quantiles de la loi normale centrale réduite de niveau 1 moins alpha sur 2. Okay. Donc, si jamais je récapitule, et puis on fera nos intervalles les autres intervalles de confiance par la suite. Donc là, ça me donne un intervalle de confiance qu'on va dire symétrique. Okay. C'est le premier intervalle, donc avec deux bornes A et B. Donc les bornes A et B sont un peu particulières, puisqu'en fait, elles sont de la forme Y moins quelque chose, Y plus le même autre chose. Okay. Donc on est sur un intervalle de la forme Y moins H, Y plus H. Okay. Donc ça va être mon A, ça va être mon B. Okay. Donc je vais me donner un intervalle dans lequel je tombe avec une probabilité qui sera de l'ordre de 1 moins alpha. Okay. Alors comment est-ce que je fais pour trouver cet intervalle A et B? J'utilise le fait que Y moins mu sur sigma 0, ça suit une loi normale centrée réduite. Donc, je peux en déduire, encore une fois, on est sur le paramètre d'intérêt, c'est mu. Okay. Donc, ça veut dire que mu va appartenir à un certain intervalle avec une probabilité de mu. Okay. Donc, je m'arrange pour inverser cette relation pour en déduire une propriété sur mu. Okay. Donc, je suis juste en train de vous dire que Y, plutôt que mu, qui est égal à Y moins sigma 0 Z, il va appartenir à un certain intervalle avec une probabilité de mu. Donc, l'intervalle de confiance symétrique, il va être de cette forme-là. Y plus un quantile fois sigma 0. Ou Y plus un autre quantile multiplié par sigma 0. Ou alors sinon, je peux construire mes intervalles de confiance unilatérales. Donc par exemple, si jamais j'ai un intervalle de la forme moins l'infini B, okay, dans ces cas-là, on va juste utiliser le fait que moins Z, il appartient à moins l'infini le quantile de niveau 1 moins alpha, 1 moins alpha avec une probabilité de 1 moins alpha. Okay, et donc mon intervalle de confiance va s'écrire de cette forme-là. D'accord? Donc on part à moins l'infini, puis on va aller jusqu'à Y plus mon quantile à 95%, c'est-à-dire à 64 multiplié par mon écartile. Okay. Donc ça va être ça l'idée de base de la construction de tous nos intervalles de confiance. Tout se cache dans ce slide. Okay. Et c'est ça qu'on va exploiter par la suite. Alors maintenant, supposons que j'ai des données. Okay. Donc je reviens on va quitter un peu notre exemple, notre propriété probabiliste en fait. Supposons que j'ai un échantillon Y1, YN. Okay. Je suppose qu'ils sont tous tirés d'une loi mu sigma 0, où sigma 0 est connu. Alors dans ces cas-là, on a la propriété suivante. C'est qu'on sait que l'estimateur usuel de la moyenne, c'est Y bar, et on sait que cette chose-là, ça suit une loi normale. Donc ça, on l'avait déjà vu, hein, c'est le fait que l'espérance, c'est le fait que la loi normale est stable par addition. Donc la moyenne va encore suivre une loi normale. Et pour trouver les paramètres, on utilise le fait que l'espérance de mu chapeau, c'est mu, et la variance de mu chapeau, c'est sigma 2 sur n. Okay. Donc si vous voulez, je vous le refais une dernière fois. Je suis juste en train de dire que l'espérance de 1 sur n, la somme des yi, j'utilise la linéarité d'espérance, et donc ça me fait 1 sur n, la somme des espérances, des yi. Or ça vaut mu. Donc je me retrouve à sommer n fois une constante, donc cette chose-là vaut n fois mu. Je le divise par n, et donc je récupère mu. Donc l'espérance de la moyenne, c'est effectivement mu. Maintenant, si je le fais sur la variance, j'aurai une propriété symétrique, mais équivalente. Donc je vais dire que je m'intéresse à la variance, donc je vais le faire en 1 sur n, la somme des... pardon, je ne sais pas ça du tout. La somme des y. Ok, donc je m'intéresse à cette chose-là. La variance, elle n'est pas linéaire, elle est quadratique. Donc quand je sors 1 sur n, donc encore une fois, c'est le fait que si je prends la variance de a fois x, c'est a à la 2, variance de x. Donc je récupère du 1 sur n à la 2, la variance de la somme. Okay. Et là, j'utilise le fait que ma variance de ma somme, comme j'ai des variables indépendantes, c'est la somme des variances. Donc je récupère la somme des variances ici.
Les variances, elles valent toutes sigma 2, par définition. Okay, et donc, je récupère du n sigma 2 divisé par n à la 2. Et donc, ça va simplifier en récupérant du sigma 2 sur n. OK. Donc, on est bon. On a une propriété sur la moyenne. La moyenne, elle suit le normal. OK, de moyenne mu et de variance qui est sigma 2 sur n. Donc, si jamais j'utilise exactement la même propriété qu'on avait auparavant, je peux centrer et réduire. Parce que par définition, si jamais j'ai une loi normale mu sigma 2, dans ces cas-là, en prenant votre variable moins mu divisé par sigma, vous obtenez une loi normale centrée réduite. Donc, je peux récupérer mon estimateur mu chapeau, moins mu, divisé par l'écart type, c'est-à-dire la racine carrée de sigma 2 sur n. Donc, ça me donne du sigma divisé par racine de n. Donc, cette chose-là doit suivre une loi normale n0. Okay, c'est une propriété de la loi normale. Et donc, j'utilise exactement la même chose que ce qu'on avait fait auparavant. Je sais que Z, il appartient à un intervalle de la forme phi-1 de alpha sur 2, phi-1 de 1 moins alpha sur 2, avec une probabilité qui vaut 1 moins alpha. Okay. Alors, juste au niveau des notations, comme dans tous les livres, on va noter phi de 1 moins alpha sur 2, on va noter ça U de 1 moins alpha sur 2. Voilà, juste parce que c'est comme ça. Et on va noter que cette chose-là, c'est moins phi de alpha sur 2. Okay. Donc, en fait, cette grandeur-là, assez souvent, on va la noter moins la valeur de droite. Okay. Donc, on insiste sur le fait que quand vous avez une loi normale, centrée réduite, Z, il va appartenir à un intervalle de la forme moins U, U avec une certaine probabilité. Okay. Donc, on va prendre des valeurs qui sont symétriques par rapport à 0. C'est vraiment l'idée d'avoir un intervalle de confiance symétrique. OK. Donc, on a des propriétés sur Z. Donc, on sait où se trouve Z avec une certaine probabilité. Bah, j'utilise maintenant ma propriété. Je sais que Z, c'est mu à des transformations près. Okay. Donc, si jamais je veux extraire mon mu, bah, c'est exactement la même formule qu'auparavant. Je vais tout simplement dire que mu, bah, c'est mu chapeau moins Z multiplié par sigma 0 sur racine de n. Et donc, j'utilise le fait que Z, il est dans un certain intervalle. Les autres, c'est des constantes qui sont données. Mu chapeau, encore une fois, ça va être donné. Ça va être la valeur de mon estimateur. Sigma 0, il est connu. N, il est connu. Et donc, en fait, c'était juste cette grandeur-là qui était ma grandeur aléatoire. Donc, je remplace par les deux bornes qu'on avait ici. Et donc, je récupère tout simplement cet estimateur, enfin plutôt ce double estimateur, c'est-à-dire cet intervalle, qui me dit que mu, il doit appartenir à cet intervalle-là, qui est défini par mu chapeau. Je vais prendre la borne inf de mon estimateur, 1 moins alpha sur 2, multiplié par sigma 0 sur racine de n. Oh, pardon, je me rends compte que j'ai pas mal de choses qui ont sauté. Et donc, je récupère comme ça mes bornes. Okay. Donc, mu chapeau, c'était la valeur qui était à gauche. Donc, j'ai bien mon mu chapeau qui se trouve ici. Ma borne, bah, c'est tout simplement la borne dans laquelle se trouvait Z qui était ici. Okay. Donc, j'utilise le fait que Z, il est compris entre U de 1 moins alpha sur 2, moins U de 1 moins alpha sur 2 plus U de 1 moins alpha sur 2. J'ai mon sigma 0 au numérateur, j'ai mon racine de n au dénominateur, et donc je récupère tout simplement mon intervalle de confiance qui va être la chose suivante. Donc je le redis une dernière fois. Mu chapeau, plus ou moins, mon quantile de ma loi normale multiplié par sigma 0 sur racine de n. Et dans ces cas-là, il y a une probabilité 1 moins alpha que mu appartienne à cette valeur-là. Et dans ces valeurs-là, je connais tout. Alors, ça dépend des données. Ça dépend des données parce qu'en fait, je ne sais pas exactement où je me positionne. Mon intervalle, il est centré sur la moyenne qui dépend de mes données. Mais la partie de droite, on voit qu'elle ne dépend pas de cette partie-là. On voit qu'elle ne dépend pas des données. Okay, elle dépend juste de la probabilité qu'on s'était donnée. Et donc, on va juste dire, bah, j'avais estimé, avec n'importe quelle méthode qu'on avait vue auparavant, le mu chapeau. Donc, j'ai mon estimateur ponctuel. Et on va juste dire, bah, en fait, il y a 95 chances sur 100 d'être compris dans un intervalle de cette forme-là. Donc, je vais aller sur mu chapeau, plus ou moins H. Et donc, je vais aller me séparer des deux côtés. Et on voit apparaître trois termes qui apparaissent dans ce H. H, il va dépendre du niveau alpha. Il va dépendre de la variabilité de mes observations. Et il va dépendre de la taille de l'échantillon. Okay. Donc, c'est juste ça qu'on est en train de dire. On est en train de construire cet intervalle de confiance, tout simplement en se positionnant sur la valeur centrale et en ayant une certaine symétrie. Donc, on parle d'intervalle de confiance symétrique en
allant un peu à gauche et un peu à droite. Et tout ça, c'est basé sur cette propriété qui consiste à noter que quand j'ai des données qui sont gaussiennes, dans ces cas-là, je peux les centrer et les réduire. Et dans ces cas-là, comme c'est cette grandeur-là qu'on ne connaît pas, le dénominateur est connu, celui-là, il est estimable. Dans ces cas-là, je peux construire un intervalle de confiance pour mu, puisqu'en fait, je connais toutes les grandeurs ici, je connais les quantiles pour z, je connais mu chapeau, et enfin, je l'estime à partir de mes données, et le dénominateur est connu. D'accord? Donc, on arrive à cette propriété qui est, si jamais je veux construire un intervalle de confiance pour mu, quand on a des données gaussiennes mu sigma 0 carré, dans le sens où la variance est connue, okay, cette chose-là, elle est connue. Dans ces cas-là, l'intervalle de confiance va s'écrire de la manière suivante. Alors, c'est ce qu'on appelle l'intervalle de confiance bilatéral, okay, bilatéral symétrique. Donc, l'intervalle de confiance pour mu de niveau 1 moins alpha, c'est y bar. Alors, je vais vous l'écrire de manière un tout petit peu différente. Pardon. Y bar plus ou moins un quantile de niveau 1 moins alpha sur 2, multiplié par sigma 0 divisé par racine de n. Donc, on retrouve la formule que vous voyez dans tous les livres de méthode quantitative, qui est que si jamais vous voulez construire un intervalle de confiance pour une grandeur, vous prenez votre moyenne, si vous voulez un intervalle de confiance pour la moyenne, c'est la valeur moyenne observée, plus ou moins un quantile de loi normale. Donc celui-là, je vous rappelle, on le connaît, hein, c'est celui que j'ai écrit en dessous en fait. Si jamais vous avez un alpha qui vaut 2,5, dans ces cas-là, vous allez chercher le quantile à 2,5% et 97,5%, ce qui vaut 1,96. Et dans ces cas-là, votre intervalle de confiance, c'est y bar plus ou moins 1,96, sigma 0 sur racine de n. Okay, donc ça, c'est l'intervalle de confiance pour notre intervalle. Je peux le faire sur des simulations. Donc par exemple, ici, je m'amuse à simuler des échantillons mu 1. Okay, donc je ne sais plus combien j'ai d'observations. Peut-être une... Bah, si, c'est marqué. Non, c'est pas celui-là. Oui, si, j'ai une centaine d'observations. Okay, donc ici, j'ai pris n égale 100 pour mes simulations. Donc je regarde pour un niveau de probabilité de 1 moins alpha. Et je regarde où se trouvent mes intervalles. Donc pour chaque petite barre correspond à un échantillon. Okay, donc mon échantillon, comment je le crée? Je tire des lois normales 0, 1. Okay, je récupère ma moyenne. Je récupère mes bornes de mon intervalle de confiance. Donc c'est m moins mon quantile de niveau 1 moins alpha sur 2 divisé par racine de n. Et ici, j'ai mon sigma, mais qui vaut 1 par construction. Sigma 0 vaut 1 ici. Donc je simule bien des lois dans l'écart type, c'est 1. Je construis la borne sup, je construis la borne. La borne 1 fait la borne sup. Okay, et je regarde lesquelles contiennent ou pas 0. Okay, parce que la question, c'est est-ce que 0, il est bien dans mon intervalle? Okay, encore une fois, j'ai simulé des variables qui étaient centrées. J'aimerais bien que mon intervalle de confiance contienne 0. Voilà. Donc on voit effectivement que dans pas mal de cas, 0 est bien dans mon intervalle de confiance. Donc ça, c'est mon intervalle de confiance. Donc je vais vous en faire un peu au hasard. Cet intervalle-là. Cet intervalle, donc ici, j'imagine, pardon, désolé. J'imagine que j'avais ma moyenne qui se trouvait ici. Donc ici, j'ai mon x bar. Okay, c'est ma moyenne. Et puis, je lui rajoute plus ou moins 1,96, 1 divisé par racine de n. Okay, donc, pour faire très simple, n valant 100, racine de 100, c'est 10. Donc, en gros, je lui rajoute plus ou moins un cinquième. Donc, plus ou moins 0,2 autour. Okay, donc, c'est ce qu'on observe à peu près. La longueur de mes intervalles ici, elle est d'à peu près 0,4 qui se trouve ici. Donc, c'est plein de bon sens, cette histoire. Okay, donc, effectivement, j'ai bien construit mes intervalles de confiance. Alors maintenant, donc on arrive à interpréter la forme. Okay, donc le fait qu'on a un intervalle de longueur 2, enfin de longueur 0,4, pardon. Donc 2 fois 1 cinquième. Okay, alors je vais juste aller un tout petit peu plus loin. Je m'étais amusé à calculer cette chose-là, qui est est-ce que la borne 1 fait négative et la borne sup est positive. Donc en gros, ça veut dire que le test a marché. Pardon, l'intervalle de confiance a marché. On n'est pas encore sur les tests. Est-ce que 0 est bien dedans? Okay, c'est une question qu'on peut se poser légitimement. On construit un intervalle de confiance pour la moyenne. Comme j'ai simulé des données qui sont centrées sur 0, on espère quand même que 0 soit dans mon intervalle de confiance. Donc on voit qu'effectivement, sur mes 100 tirages, mes 100 simulations, c'est le 100 qui se trouve là, j'ai créé 100 échantillons de taille 100.
Okay, ce qu'on voit, c'est que dans 96 scénarios sur 100, effectivement, 0 était dans l'intervalle de confiance. J'ai 4 cas pour lesquels, à peu près 5%, comme par hasard, pour lesquels mon intervalle de confiance ne contenait pas la valeur 0. Donc effectivement, c'est ça l'histoire de l'intervalle de confiance et du degré de confiance. Ça veut dire, si jamais j'avais des nouveaux échantillons, dans ces cas-là, il y a une certaine probabilité pour que la vraie valeur soit comprise dedans. Okay, c'est ça qu'on est en train de dire. On veut que la probabilité pour que mu appartienne à mon intervalle AB, elle soit de 95%. Donc ça veut dire qu'il est possible, avec une probabilité non nulle, que M n'appartienne pas à mon intervalle AB. Et c'est effectivement ce qu'on observe. Dans 5% des scénarios, 0 n'est pas dans l'intervalle de confiance AB. Okay, donc ça a du sens. Supposons que je change mon alpha. Alpha vaut 10%. Alors dans ces cas-là, mes quantiles, c'est moins 1,64 plus 1,64. Et donc, je construis un intervalle. Donc, alors cette fois-ci, il doit être de longueur un peu plus petite, parce que ça doit être du 2 fois 1,64, ça doit être plus ou moins 0,16, quelque chose comme ça. Donc, ça fait une longueur de 0,3. Donc, on a un intervalle qui est un peu plus petit. Okay, donc, le fait d'avoir un peu moins confiance, donc au lieu de passer de 95% à 90%, à 90%, donc on a un petit peu moins confiance. On a un intervalle qui est plus petit. Et en contrepartie, ça veut dire qu'on va sûrement se tromper un peu plus souvent. Et effectivement, si on regarde, mes intervalles sont plus petits, donc ça c'est logique, c'est lié à cette grandeur-là, puisque la partie de droite ne change pas. 1 sur racine de n, c'est toujours un dixième. Okay, donc au lieu d'être sur 1,96, je suis sur 1,64. Intervalle plus petit, et on voit qu'effectivement, dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 scénarios, je n'ai pas 0. Donc ce qu'on voit, c'est que dans à peu près 90% des cas, 0 est bien dans l'intervalle AB. Ce qui est bien ce qu'on a essayé de dire, la probabilité pour que mu appartienne à mon intervalle AB, mu étant la vraie valeur en théorie inconnue, mais comme je simule, je la connais, je peux vérifier, elle vaut bien ici 90%. Et je peux le faire à 20%. 20%, je vais encore réduire mon intervalle est encore plus petit, et cette fois-ci, dans 80% des cas, 0 est bien dedans, mais il y a quand même 20% des cas pour lesquels il n'est pas dedans. Okay, donc c'est vraiment ça que ça veut dire, cette notion de confiance des intervalles de confiance. C'est lié au fait que si jamais je récupérais des nouveaux échantillons, je pourrais avoir 0 qui n'est pas dans la vraie valeur, qui n'est pas dans mon intervalle de confiance, avec une certaine probabilité. Donc on aura envie de se dire, j'ai envie d'avoir un alpha qui soit le plus petit possible, pour éviter de me tromper. Sauf qu'on voit que si jamais je prends un alpha qui est trop petit, il va me donner un intervalle qui est énorme. Donc si jamais c'est pour me dire que ma moyenne elle est comprise entre moins 1 et 1, ça ne m'apprend rien. Okay, donc on a effectivement un compromis entre je voudrais bien qu'il soit avoir un intervalle qui soit relativement petit et en même temps avoir relativement confiance. Et ça, on n'a pas beaucoup de possibilités. Donc, effectivement, le alpha égale 5%, c'est un compromis relativement acceptable. Okay, et ce que nous dit la théorie, c'est que si jamais on le fait de manière un peu simple, si jamais alpha est égal à 5%, dans ces cas-là, mon quantile ici vaut 1,96. Si jamais j'arrondis ça à 2, on est juste en train de dire l'intervalle de confiance pour mu, c'est mu chapeau plus ou moins 2 fois sigma 0 sur racine de n. Et donc ça, c'est l'intervalle de confiance générique qu'on va récupérer quand on veut récupérer des intervalles de confiance sur des moyennes, en supposant qu'on ait des observations gaussiennes et en supposant qu'on connaisse l'écart type associé. D'accord ? Donc on reviendra un tout petit peu sur ce qui se passe quand sigma 0, quand la variance n'est pas connue. Le fait qu'on peut remplacer quand même par un estimateur, mais ça aura un prix. Okay, mais voilà, en gros, les résultats qu'on a. OK ? On fait une petite pause sur cette capsule et on revient tout de suite.